Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va continuer à préparer la campagne Viking dont je vous ai déjà parlé dans 3-4 épisodes. Mais vous allez voir qu'il y a un truc qui change un petit peu, c'est qu'on change de système. Jusqu'à maintenant, on jouait avec Shadow Dark et avec le groupe, on a décidé d'essayer d'utiliser le système de Tokyo Otherscape pour continuer cette campagne. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est fait cette transition. Dans un deuxième temps, je vais vous parler du challenge que c'est, parce que c'est un jeu que j'ai pas beaucoup maîtrisé, donc je me demande encore comment je vais vraiment préparer ça. Le challenge est double, puisque on utilise un système qui normalement est fait pour du cyberpunk, qui est fait pour un truc character-centered, alors que pour l'instant notre campagne, elle n'est pas vraiment construite comme ça. Et en plus, c'est un système que je maîtrise moins, qui demande de penser de manière différente la préparation, qui a une philosophie différente comme jeu, donc je pense que ça va être intéressant. Puis je vais essayer de vous montrer ce que j'ai commencé à préparer, et on va continuer à préparer un petit peu. Je vais essayer de me préparer un petit peu mécaniquement, on va dire. Sachant que mon objectif, c'est pas de trop préparer, parce que comme je maîtrise pas le système, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Je préfère préparer ce qui me semble nécessaire, à minima, et voir s'il manquait des choses dans ma préparation, des trucs que j'aurais pu prévoir avant, etc., après la partie, en fait. Plutôt que de trop essayer de me faire une idée de ce qui devrait être préparé ou non avec ce système, je vais essayer d'y aller un petit peu à l'instinct, entre guillemets. Donc on est parti, d'abord je vais vous expliquer un petit peu comment le changement s'est fait. Alors contrairement à la Shadow March, vous n'avez pas le détail de l'histoire, etc. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce sera peut-être quelque chose que je refais plus tard. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que grosso modo, nos PJ, jusqu'alors, ils incarnaient des habitants de cette île. Ils font partie d'une sorte de clan un petit peu insulaire, isolé, qui connaît pas grand-chose du monde. Et un jour, il y a une sorte d'appel à l'aventure, il y a une prophétie, comme quoi ils sont appelés à aller reconquérir leur continent qui est Calgorn, dont ils savent pas grand-chose. Il faut savoir aussi que moi non plus, j'en savais pas grand-chose jusqu'à maintenant, parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés au continent. On est sur quelque chose de plus émergent que la Shadow March aussi. J'ai fait beaucoup moins de world building en amont. Quoi qu'il en soit, dans les 4, 5, 6 sessions, je ne sais même plus, précédentes, je crois que c'est plutôt 5-6, ils ont traversé la mer, il y a eu des conflits au sein de leur clan. Ils ont eu aussi des conflits avec des clans qu'ils ont croisés en route parce qu'ils ont dû s'arrêter sur des îles pour récupérer de la nourriture, etc., etc. Et maintenant, ils vont être sur le continent. Et donc, ce que moi, je vais devoir préparer, ce qui va être joué, ça va être la rencontre avec les habitants de ce continent, alors même que lors de l'avant-dernière session, vous allez comprendre pourquoi je parle d'avant-dernière session et pas de dernière session. Lors de l'avant-dernière session, ils étaient en route pour rencontrer ces gens. Ils avaient déjà croisé une sorte de ferme où ils avaient vu des objets, une architecture qu'ils ne connaissaient pas. Et ils marchaient vers un village pour aller à la rencontre des villageois, parce que eux, leur but concrètement, c'est d'installer plus ou moins leur peuple, leur colonie, de leur trouver un havre de paix, maintenant qu'ils ont fui leur terre, en fait, de trouver un endroit où s'installer sur le continent. C'est ça leur but. Mais en fait, la dernière session, ils ne jouaient pas les personnages partis de Valgen pour aller vers le continent, ils ont joué des Varden. C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre en place cet esprit choral de la campagne et j'aurais fait une sorte d'épisode en one-shot où ils jouaient des pré-tirés d'un autre clan pour avoir une autre perspective sur le monde, un peu à la Game of Thrones. Avec leurs personnages, entre guillemets, principaux. Pour l'instant, on est encore dans cet esprit-là, ils ont des personnages principaux et ça, c'était juste un spin-off, mais on va voir si, au fur et à mesure de la campagne, ça va pas devenir vraiment une feature du jeu de jouer des personnages différents de session en session et tout. C'est à voir. Mais leurs personnages principaux avaient rencontré les Varden, il y a eu des échauffourées. Et surtout, leur clan à eux était sur 2 bateaux différents, un petit peu en conflit. L'un où il y avait les PJ, l'autre où il y avait Canute, le Jarl de leur clan, qui est aussi le père d'un des PJ. Et il y avait eu une histoire de trahison. En gros, il y avait, les 2 bateaux étaient en conflit. Mais eux, à un moment donné, ils ont croisé un 3e bateau du clan Varden, justement, qui est arrivé et qui a attaqué le bateau de Canute. Et eux, ils se sont dit, c'est notre moment pour semer le bateau de Canute. Et ils sont partis. Et du coup, ils ne savaient pas ce qui est arrivé au bateau de Canute. Et moi, ce que j'ai décidé de faire pour l'épisode spécial, c'est de leur faire jouer, non pas le bateau de Canute et l'histoire, jouer Canute et son équipage, je leur ai fait jouer ceux qui attaquaient Canute, donc qui attaquaient le père d'un PJ, en fait. Donc ils avaient la perspective, entre guillemets, de l'ennemi, même si ils sont pas définis comme l'ennemi. Et là, on a joué avec Tokyo Otherscape. C'était une manière pour moi de leur faire tester le système, parce que je leur avais dit que, de toute manière, après ce premier arc, moi, j'allais reconsidérer la campagne, que j'allais sûrement arrêter de jouer à Shadow Dark sur cette campagne, et que j'allais passer sur le système de Tokyo Otherscape bricolé pour jouer autre chose, puisque Tokyo Otherscape, encore une fois, c'est du cyberpunk. Et donc je m'étais dit, on va jouer un one-shot avec ça, comme ça leur donnera une idée de ce que c'est le système, et du coup, quand on arrivera dans ce 2e arc, dans ce chapitre 2, entre guillemets, ils
sauront si oui ou non ils ont envie de signer pour cette deuxième partie et de définitivement passer sur Tokyo Escape. Et donc on a fait ça, je leur ai fait des pré-tirés, on a joué un combat sur un Drakkar qui était plutôt cool, des conflits dans le clan, etc. Ça leur a aussi apporté une connaissance plus large de l'univers, une autre perspective sur l'univers. Et donc en méta, en fait, ils savent des choses que leurs personnages principaux ne savent pas, mais qui les aident à mieux comprendre en fait l'univers dans lequel ils sont. Donc ça, ils ont vraiment apprécié ce côté-là, je pense. Et ça m'a vraiment conforté dans l'idée de faire un peu ce truc choral à la Game of Thrones, là où on ne suit pas un groupe de personnages qui restent tout le temps ensemble, etc. Mais où pour avoir plus une fresque, en fait, on a envie de jouer plein de personnages différents. Donc ça, ils ont bien apprécié. Et ils ont assez bien apprécié le système aussi. Et puis je pense que comme ils voyaient que moi, ma hype maintenant, elle était un petit peu retombée sur Shadow Dark pour le moment, quand entre guillemets j'ai fait une overdose, que j'avais envie de jouer à autre chose, bah ils se sont dit, eh ben tu sais quoi, on va tout de suite tout passer en Tokyo Escape, on va tester, on va voir ce que c'est. Ça les rendait curieux, ils ont kiffé le système, même si forcément ce petit spin-off était beaucoup plus mécanique. Parce que là il y avait des nouvelles règles à apprendre et on a beaucoup plus parlé de mécanique que dans les parties précédentes parce que Shadow Dark c'est simplissime. Bah voilà, ils ont commencé à prendre la main sur le truc. Alors évidemment tout n'est pas parfait, moi-même je ne maîtrise pas le système et eux bah encore moins du coup, mais ils sont chauds voilà pour explorer ça quoi. Et donc on a fait toute cette partie et là ils se sont dit eh ben on va refaire nos personnages. Alors là c'est pas encore fait, la partie la création, la transformation de leur personnage de Shadow Dark en personnage de Tokyo Escape n'est pas encore faite, mais c'est ça le but. Et ils vont reprendre justement en arrivant sur le nouveau continent. Et donc là moi je dois me préparer à ça. Sachant que eh ben c'est pas du tout pareil que Shadow Dark en termes de préparation. Sur Shadow Dark moi je faisais une préparation on va dire très spatialisé. Ce qui comptait, c'était que je sache ce qu'il y a dans chaque lieu et ensuite je voyais ce qui se passait parce que j'étais dans le 100% bac à sable sans concession. C'était un peu ça le parti pris. Ça avait très bien marché, mais bon, à passer 26 sessions de campagne là-dessus, plus des one-shots dans cette philosophie-là, moi j'ai envie de faire autre chose, quelque chose d'un peu plus narratif, mais j'ai envie de toujours garder un petit côté bac à sable et donc c'est ça un peu l'enjeu pour moi, c'est de réussir à utiliser les mécaniques de Tokyo Escape sans trop scripter le truc, parce que je pourrais avoir envie de vraiment préparer vraiment scène par scène le truc avec les mécaniques de Tokyo Escape pour les tester, etc. Mais j'ai envie de tout de suite prendre le parti de me dire que je vais devoir improviser. Et donc, voilà, il faut que je trouve le bon équilibre de préparation pour créer quand même une certaine quantité, vu que c'est du bac à sable, mais en même temps, réussir à exploiter la mécanique de Tokyo Escape et à la faire briller au final. Et donc, c'est ça un peu le challenge. Et en fait, le truc, c'est aussi que Tokyo Escape, normalement, voilà, c'est fait. Déjà, c'est pas un jeu d'exploration. Contrairement à Legends in the Mist, le prochain jeu de la gamme de Son of Oak Game Studio, qui est plus basé sur le voyage, etc., et qui va peut-être plus nous donner des conseils là-dessus, Tokyo Escape, ça se base sur une ville. Et donc, quand vous jouez dans une ville, il y a des dynamiques un petit peu différentes. On va souvent recroiser les mêmes factions, etc. Donc, on pense pas forcément les choses de la même manière, parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire des rebondissements facilement, vu la proximité géographique des choses et le fait qu'on connaisse un peu la ville dans son ensemble. Moi, je ne connais pas tout le continent. Pour l'instant, j'ai juste une idée d'un village où ils vont arriver. Et donc, a priori, voilà, je vais préparer ce village, mais je vais pas faire de l'émergence dans tous les sens. Et j'ai pas la maîtrise complète du terrain. Aussi, la différence, c'est que là, eux, ils partent de personnages de Shadow Dark, qui sont plus ou moins des feuilles blanches, entre guillemets. C'est un parti pris aussi de la campagne de base. Alors, ils avaient quelques relations, ils ont déjà joué, donc les personnages, on commence à les connaître. Mais la campagne n'est pas construite à la base autour de leurs personnages. Ce qui pourrait d'ailleurs être une faiblesse au vu de comment fonctionne le système Escape, et qui me fait me dire que si on arrive à un chapitre 2, à ce moment-là, peut-être qu'on fera une sorte d'ellipse et on reconstruira vraiment des personnages tout de suite pensé pour jouer avec ce système, et comme ça on pourra beaucoup plus s'appliquer à faire du character centered comme nous invite à le faire Tokyo Escape. Mais bon, là on n'est pas parti là-dessus, donc c'est assez particulier. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Tokyo Escape, les personnages, en fait finalement quand ils vont créer leurs personnages, les joueurs qui vont choisir leur thème, etc., ils vont un peu plus ou moins choisir les enjeux, les trucs sur lesquels ils veulent que leur personnage soit challengé, et donc c'est pas la même manière de préparer en tant que MJ, parce que du coup ce que vous allez beaucoup préparer, enfin une grosse partie de ce qui va nourrir votre préparation en tant que MJ quand vous faites ça, c'est justement les personnages, et donc ces thèmes, ces enjeux qu'ils ont posés, et venir challenger ces enjeux. Moi, pour l'instant, à la base, les personnages dans Shadow Dark, entre guillemets, ils sont plus conçus comme des outils pour explorer, pour résoudre des problèmes. Et donc moi, j'ai pas vraiment ces gros enjeux. Toute l'histoire ne tourne pas autour de leurs personnages. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc ça met un challenge supplémentaire. Le challenge, c'est aussi que moi, je ne connais pas encore hyper bien un système. Et j'ai envie d'être tout de suite souple sur mes appuis. Moi, ce que j'ai envie de faire dans un premier temps, vous voyez, c'est de
maintenant que j'ai un peu testé le système, essayer de voir à quel point je suis capable d'improviser avec le système, plutôt que de trop préparer. Parce que c'est cette capacité à bien maîtriser le système pour improviser avec qui va faciliter aussi le bac à sable. C'est-à-dire que je veux que peu importe les actions qui vont être entreprises par les joueurs, peu importe l'approche qu'ils aient, je sois là pour les suivre. Par exemple, là, s'ils arrivent dans le village, moi, je pourrais me préparer à une grosse scène de négociation, vous voyez. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont me dire à la première séance. Au début de la séance, je veux dire. C'est-à-dire que s'ils décident de s'infiltrer, avoir tout préparé, pensé pour que ce soit une négociation avec les mécaniques de Tokyo's Escape, bah, ça m'aura pas beaucoup aidé. Pareil, s'ils veulent attaquer tout de suite, ça peut tout de suite dégénérer en combat. Et donc, en fait, il faut que je sois prêt à voir les différentes approches. Ça tombe, il va y avoir une course-poursuite. Et moi, en fait, mon principal travail, et que je vais pas vous montrer dans la vidéo parce que c'est pas c'est pas très amusant de faire ça, ça a été tout simplement de lire pas mal les règles pour être prêt à toutes ces éventualités, plutôt que de préparer la partie, bien m'imprégner des règles, pour que si ça part en course-poursuite, je me dise, ok, j'ai pas mal relu des exemples de course-poursuite, des challenges de course-poursuite, etc. de Tokyo's Escape, donc je peux l'improviser. Ça, c'est mon principal truc, et je vais pas vous le montrer, c'est que de la lecture. Ce que je vais vous montrer, c'est comment sont pensés les challenges dans Tokyo's Escape. Donc un challenge, c'est comme ça. Mais avant même ça, j'ai envie de commencer vraiment par le plus important. C'est vous rappeler un petit truc, si vous n'avez pas vu les vidéos Tokyo's Escape, d'ailleurs je vous invite à aller les voir pour comprendre la mécanique, etc. Parce qu'on va quand même pas mal en parler. Mais vous pouvez aussi rester parce qu'on va parler de l'univers et de ce que je prévois un peu comme trope et tout. Mais on va aussi parler de mécanique. Donc bref, je vais pas réexpliquer toute la mécanique de Tokyo's Escape. Mais un truc qu'il faut surtout pas que j'oublie, et que j'avais un peu tendance à oublier dans mes parties test, c'est que tout n'est pas obligé d'être... on n'est pas toujours obligé d'utiliser le système le plus compliqué. Parce que en testant le jeu dans mes 4 parties précédentes, je faisais de toutes les scènes des scènes traquées, avec des effets, avec toutes les petites subtilités. Alors, pas absolument toutes les subtilités, mais voilà, on créait beaucoup de statuts, de tags, de machins, on manipulait beaucoup la mécanique, alors que il y a plusieurs manières de résoudre les choses dans Tokyo's Escape. On peut soit faire une résolution purement narrative, c'est-à-dire qu'on jette pas les dés, soit on peut faire une quick resolution, on fait une résolution rapide, c'est-à-dire qu'on fait en un jet de dés et puis on raconte ce qui se passe, on raconte la suite sans créer des statuts, sans créer des story tags, des machins et tout. Ou alors on peut entrer dans toute la granularité du jeu quand on veut faire vraiment une scène forte. Voilà, c'est ça. C'est soit on fait narration, voilà, et puis on fait juste la narration et bim bam boum et on avance. Soit on fait un jet de dés réussite avec conséquence ou juste conséquence. Soit on fait un jet avec effet, conséquence avec effet, etc., etc. Et quand j'étais en test, moi je voulais tout le temps pousser les potards au max sur la mécanique, alors que par moment, en un simple jet de dés, on aurait pu faire avancer beaucoup plus vite l'histoire. Mais c'est parce que je voulais tester justement toute cette granularité. Là, maintenant qu'on est dans une campagne, il faut que je sorte de cet esprit test. Ça, c'est important parce que sinon, ça va... Je vais trop penser à ça et je vais plus maîtriser en faveur du fait que juste la partie se passe bien. Je vais être trop en mode test à vouloir essayer cette règle. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que je garde bien en tête. Pourquoi ? Parce que là, maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Un challenge de Tokyo's Escape, c'est une manière de préparer un truc quand même de manière assez détaillée. Si par exemple, je veux faire une scène de négociation avec un corporate exécutif dans Tokyo's Escape, donc bon, dans un monde de vikings, ça serait bizarre de ressortir ce challenge. Mais vous voyez, on nous donne plusieurs manières de le battre, il a plusieurs tags, il a plusieurs moves, conséquences, etc. à lui, et c'est beaucoup de préparation pour quelque chose qui va peut-être pas servir. Vous voyez ce que je veux dire ? En fonction de là où on en est dans la séance, etc., une discussion dans Tokyo's Escape avec un corpo, je peux avoir envie de la jouer en un jet de dés en fonction de l'enjeu, ou alors d'en faire une scène hyper importante de négociation où là on va utiliser toutes les mécaniques. Et en fait pour l'instant, ils arrivent un petit peu en terra incognita, et moi aussi en fait je sais pas ce qu'ils vont vouloir faire. Ça tombe, ce village, ils vont aller jeter un coup d'œil, ils vont se barrer, et donc il faut pas que je le surprépare, il faut pas que je me dise tout de suite ça va être un challenge, etc. Je pourrais le faire, mais ça demanderait aussi une autre manière d'organiser la campagne. Ce serait de leur demander exactement ce qu'ils veulent faire à la séance suivante pour préparer ce qui va vraiment être le plus probable en détail. Mais dans l'idée, moi ma philosophie actuelle c'est plutôt de me préparer à l'imprévu, et pour me préparer à l'imprévu, eh ben, c'est bien connaître les règles et juste préparer le strict minimum et être prêt à tout. Donc voilà. On va regarder quand même comment est fait un challenge, parce que je pense que je vais essayer d'en préparer un quand même pour cette séance, une sorte de profil d'un PNJ, quelque chose comme ça. Un challenge dans Tokyo's Escape, en fait, bon, là il y a toute une description, on nous fait des recommandations sur comment jouer le challenge, etc. parce que c'est entre guillemets un bestiaire, même si c'est pas vraiment un bestiaire, parce que si je vous montre, en fait il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec un monstre. Par exemple, un challenge, ça peut aussi être un bâtiment qui s'effondre,
une zone piégée, etc. C'est un challenge au sens large. Ça peut être une course-poursuite, ça peut être plein de choses, un challenge. En gros, un challenge, c'est réfléchir à une scène, aux conditions de victoire de cette scène et aux mécaniques qu'on va utiliser pour cette scène. C'est à peu près ça. Et on prépare ça avec la boîte à outils proposée par le jeu. Donc, on va reprendre on va prendre un truc super simple. Un truc que tout le monde comprend très facilement, qu'on connaît bien des jeux de rôle, genre un garde de sécurité. Donc voilà, un garde de sécurité, on a la manière de le jouer, et puis ensuite, on a ici ses limites. Donc ses limites, c'est quoi? C'est différentes manières de surmonter ce challenge, c'est-à-dire pas de le tuer, pas en gros, de faire en sorte qu'il ne soit plus un obstacle pour les PJ. Et en gros, le but pour les PJ, pour surmonter ce challenge, ça va être d'imposer à ce challenge un statut à hauteur de sa limite. C'est-à-dire que pour le battre en le blessant ou en le soumettant, le garde de sécurité, il faudrait lui amener un statut blessé ou soumis 3. Si on veut le corrompre, il faut, l'acheter, en fait, le mec, le bribe, il faut lui amener un statut bribe 2 et l'intimider, c'est 2. Et en fonction, c'est entre guillemets la résistance, la résilience du challenge en fonction de l'approche. Donc il y a des challenges où vous allez avoir une seule approche, des challenges où vous allez en avoir plus. Et voilà, ça nous donne une idée de la difficulté aussi avec chaque approche de surmonter ce challenge. Typiquement, le garde, il est facile à intimider parce qu'il n'a pas envie de jouer sa vie, là, forcément. Il est facile à payer parce que finalement, il est là pour faire le taf, quoi. Il n'est pas forcément zélé. Par contre, il peut être un peu costaud parce que c'est quand même son métier d'assurer la sécurité. Ensuite, on a des propositions de tags pour ce garde qui pourront être exploités pour le battre ou qui vont être des moyens pour lui de mieux résister aux PJ, d'être des statuts négatifs pour les PJ. Par exemple, un garde loyal, ça va être beaucoup plus difficile de le bribe ou de l'intimider qu'un flingue à louer, vous voyez. Si je décide de mettre le tag flingue à louer à mon garde, les PJ vont pouvoir exploiter ça. Au moment où ils vont essayer de le bribe, moi je vais leur dire « Ah, je suis pas obligé de révéler les tags aux PJ, mais je peux leur dire au moment où ils choisissent l'approche de le corrompre, lui dire « Ah, en plus c'est un flingue à louer. » Bam, je mets le tag flingue à louer sur la table, maintenant ils savent que c'est une mécanique. Et du coup, je leur dis, vous avez plus 1 pour le corrompre, parce qu'honnêtement, il est là pour la thune. Donc en fonction des tags que je vais choisir, ça peut aussi pénaliser, favoriser certaines approches. Et ensuite, on peut avoir des mécaniques spéciales. Par exemple, ici, il a « Laissez-moi scanner votre ID ». Quand le garde de sécurité scanne l'ID d'un personnage, le MJ peut poser une question au joueur à propos de son personnage. Le joueur doit répondre de manière honnête. Le garde de sécurité connaît cette réponse, même si le joueur ne sait pas, enfin le personnage ne sait pas. En gros, au-delà des trucs qu'on va retrouver partout, comme les limites, etc., chaque truc peut avoir des petites mécaniques spéciales desquelles moi je vais pouvoir m'inspirer pour faire autre chose. Vous voyez? Donc bref, ça c'est une petite mécanique spéciale du truc. Et puis ensuite, dans la structure de comment est foutu un challenge, on a aussi un petit peu une action qu'il va probablement faire. Typiquement, ici, il va demander à quelqu'un de s'arrêter là où il est et de lui montrer justement son ID. Et quand il fait ça, moi je demande à mon joueur comment est-ce que tu réagis, et en fonction du GD de mon joueur, je vais pouvoir lui infliger une conséquence. Par exemple, il va te menacer, etc. et tu vas être intimidé d'eux. Donc là, c'est si le joueur rate le G, bien sûr, que je peux faire ça. Enfin, en tout cas, si son G provoque une conséquence, donc s'il fait 6- ou 7-9. Donc ça, c'est différents trucs que je vais pouvoir, entre guillemets, infliger comme conséquence mécanique aux joueurs. Mais tout ça, ce ne sont que des frameworks. C'est ça qui est important de retenir et qui fait vraiment la différence avec potentiellement Shadow Dark. C'est que, enfin, c'est pas une différence avec Shadow Dark, j'ai n'importe quoi dans Shadow Dark aussi. En fait, c'est pas le MJ déjà n'est pas limité à ce qu'il a écrit, c'est une manière de préparer comment faire le truc. Et aussi, de préparer ces choses-là, ça permet d'être franc avec vous-même. Entre guillemets, d'être un petit peu moins dans l'arbitrage à la volée et de diriger le truc parce que vous avez déjà décidé un petit peu mécaniquement de comment se passerait ce challenge et en gros, vous imposez un peu en avance quelques règles qui vont faire que vous pourrez entre guillemets, vous laver les mains des conséquences de ce qui va se passer et laisser la mécanique parler. Donc c'est une manière de préparer un peu ça, mais bien sûr, on peut pas prévoir toutes les approches des PJ, toutes les réactions des gardes, donc c'est que de la préparation, mais voilà, on peut quand même se préparer à quelques trucs que on va tenter le garde et des conséquences probables de ces trucs-là. Par exemple, il tire au taser, parce que en fonction de comment le joueur réagit, je me dis, là, le garde, il devrait plutôt tirer au taser, ou alors il devrait plutôt l'intimider, ou alors il devrait plutôt l'empêcher d'entrer sur la scène du crime, etc. etc. C'est des manières de prévisualiser ce qui pourrait se passer. Moi, honnêtement, je ne pense pas aller aussi loin dans la préparation de mes challenges, je vous le cache pas. Je trouve que c'est cool pour s'inspirer, ces trucs-là, mais à part les limites, Hurt, Subdue, etc., et probablement les tags et les mécaniques spéciales, je me vois mal, là, pour cette partie, en tout cas, commencer à trop réfléchir à toutes les conséquences différentes, etc. Je vais plutôt me faire des notes
mais pas vraiment créer des profils. Mais ce que j'avais envie de vous montrer aussi, c'est que dans les trucs spéciaux, par exemple, qui peuvent être intéressants, on n'est pas obligé, encore une fois, d'avoir un adversaire. Le taxi, ici, vous voyez, il n'a pas de... Comme challenge, il n'a pas de statut Hurt or Subdue. Ça veut dire qu'un challenge, en soi, ça ne représente pas forcément un humain et ses stats et comment est-ce qu'on peut le tuer facilement ou pas. On imagine une scène typique, la scène du taxi volant, vous voyez. Et en fait, ici, l'enjeu de la scène, ce sera plutôt être de le rattraper ou de le fuir en fonction de dans quelle position on veut jouer cette scène. C'est presque une manière de... C'est un challenge, en fait. Il faut vraiment bien garder à l'esprit le mot challenge en tête. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce challenge de Flying Taxi peut m'inspirer pour une course-poursuite à cheval, en fait. La manière dont c'est traité mécaniquement. On nous dit, typiquement, si on arrive à mettre le statut bribe 2 au taxi, eh ben, on peut lui faire gagner plus de vitesse parce qu'on lui donne de la thune, on fait rouler plus vite, etc. Donc, en fait, ça nous donne des idées de comment gérer mécaniquement, si on décide de faire une scène détaillée mécaniquement, différentes approches sur ce challenge, etc. Donc, ça vous donne une petite idée. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Un truc que je trouve sympa, et ensuite on va passer à moi, ma préparation. Un système de sécurité, ça j'aime beaucoup aussi, par exemple, pour de l'infiltration, c'est un très bon exemple. Par exemple, il y a deux manières que cette scène se termine. Soit on arrive à un statut alarme 3 et là c'est la catastrophe, soit on arrive à passer ce système de sécurité. C'est les deux issues probables. Donc on va traquer ces deux statuts. C'est-à-dire qu'il y a certains jets de dés, ils vont créer des conséquences qui vont faire monter l'alarme, et certains jets de dés, qui seront plutôt des réussites a priori, qui vont nous permettre d'atteindre le statut override 4 et en fait de se dire ok, on a passé ce truc. Vous voyez, même l'architecture des challenges change en fonction de ce qu'on veut faire. Donc il faut vraiment connaître la mécanique et réfléchir à comment on va faire pour réfléchir. Typiquement ça peut m'inspirer pour rentrer dans le village. Je peux me dire, dans le village, il y aura, s'ils veulent s'infiltrer la nuit, il y aura deux statuts. Il y en a un qui peut progresser et quand ils ratent leur jet de dés, ça augmente le niveau d'alarme. Et de l'autre côté, ça augmente leur chance d'atteindre l'endroit qu'ils voulaient atteindre dans le village et réussir à faire leur truc. Et par exemple, on nous dit, si l'alarme est sonnée, on amène un autre challenge comme une équipe d'intervention lourde, quelque chose comme ça. On nous dit qu'on pourrait amener d'autres contre-mesures, etc. Compliquer la situation. Que le joueur, alors qu'il est en train d'essayer de bricoler... un truc technologique, il essaie de pirater un boîtier, il peut devenir nerveux, avoir les mains qui suent, je sais pas quoi, et lui mettre des statuts qui viennent le gêner pour ses actions suivantes. Il y a plein de manières en fait de traduire mécaniquement la scène qui se complique. Mais ça, c'est si on veut aller dans le détail. D'ailleurs, si on veut encore plus aller dans la complexité, faire vraiment une scène de fou. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait sur mes premières parties de Tokyo's Escape pour vraiment pousser la mécanique. On peut mettre plusieurs challenges. Moi, je mettais un système de sécurité. En gros, il fallait traverser, les quais qui étaient ultra sécurisés d'une corpo pour aller retirer un objet, mais il y avait aussi des drones qui augmentaient le niveau de recherche des PJ en les filmant. Il pouvait y avoir des gardes qui arrivaient, etc. Et donc je mélangeais tous ces challenges et ça m'a déjà un peu aidé à voir cette gymnastique. Et donc je me dis que maintenant, au lieu de préparer comme ça à fond les challenges, je vais essayer de garder en tête comment ça pourrait fonctionner. Et de moi, juste plus définir l'univers et venir chercher dans ce que je me souviens de la mécanique pour traduire ce qui se passe dans l'univers. Donc maintenant, on entre dans la préparation. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour le continent. Il a fallu que je fasse un petit peu de world building parce que je savais pas encore ce qu'il y avait sur le continent, donc il a fallu que je me pose un peu pour réfléchir. Et donc je me suis dit qu'ils allaient arriver chez les Marmoréens. Donc les Marmoréens, qu'est-ce que c'est ? En fait, je me suis dit que eux, voilà, nos PJ, eux, ils viennent des îles et ils ont fui le continent parce qu'ils ont été bannis de Calgorn. Ils savent pas grand-chose de Calgorn, ils savent juste que c'est le continent de leurs ancêtres et qu'il y a eu une sorte de catastrophe, qu'ils ont dû le fuir et que en ce moment, il y a une prophétie qui dit que c'est l'heure du grand retour à Calgorn. Il va y avoir tous les clans qui vont essayer de revenir pour se battre, pour obtenir la couronne de Calgorn et peut-être prendre la capitale de Bastion. Voilà, c'est ça un peu le truc. Mais ils savent pas encore que il y a... Enfin, si, ils le savent vu qu'ils ont aperçu un village, mais qu'il y a... Depuis qu'ils sont partis, en fait, il y a d'autres gens qui sont installés, ce sont les Marmoréens. Donc les Marmoréens, j'ai décidé que c'était à la base un empire multiculturel, cosmopolite, multiconfessionnel d'un autre continent, et qui un jour a connu une grande sécheresse, et ça a été un cataclysme pour la population. Et il y a les messagers du Démiurge, une sorte de secte qui en ont profité, qui ont dit que c'était la cause de tout ça, c'était la décadence du peuple de Marmor, et qui en ont profité pour monter en popularité et former une église, l'église du Démiurge. Donc ils ont dit, il faut quitter cette terre, le Démiurge veut que nous allions en Calgorn. Donc ils ont voyagé, ils sont arrivés sur le continent par le sud, sur une terre vierge. Donc ils sont arrivés, j'ai décidé que leur point d'arrivée c'était ici en fait. Ils sont arrivés ici, et en fait ils sont arrivés dans la terre maudite, la terre où s'est passée la catastrophe qui à l'origine a fait fuir les habitants originels de Calgorn, qui les a fait fuir le continent. Sauf que les Marmoréens, ils ne connaissent pas l'histoire de Calgorn. Donc quand ils arrivent, eux ils savent pas que c'est une terre maudite, pour l'instant il n'y a rien qui leur fait croire ça.
Et donc, ils rencontrent des autochtones au bout d'un moment. Et les autochtones, donc c'est des clans qui sont restés en Calgorn. On peut imaginer plein de choses. Pour l'instant, je garde un flou là-dessus. J'y suis pas. J'ai décidé qu'il y avait j'ai mis les elfes, mais en gros des êtres féeriques, peut-être qui sont restés pour justement protéger cette terre maudite ou en tout cas empêcher des gens d'y retourner. Ils les ont rencontrés. Ces gens-là ont essayé de les prévenir de pas aller sur la terre maudite, leur dire de s'installer ailleurs. Et finalement, les Marmoréens, ils les ont combattus, les ont vaincus, et leur reine a accédé à la capitale maudite, peut-être en ruine, donc c'est très Symbaroum. Hein. Et il y a aussi une inspiration des anabaptistes dans Dead Genesis, vous allez voir après. Mais en gros, la reine, une fois qu'elle a remporté la victoire, la reine Lucia, elle est arrivée à la capitale, elle a réveillé le mal, j'ai pas encore vraiment déterminé ce que c'était le mal, et toute la cité, les Termonites se sont réveillés, les Marmoréens ont été mis en déroute, ils ont dû se replier au nord, et les rescapés, maintenant, se rassemblent sous la bannière du prince Bauduin, petit clin d'œil à la Shadowmarch, Bauduin, le fils de la reine Lucia, qui veut aller sauver ceux qui sont restés dans la terre maudite et se venger, en gros. Avec, en appui, l'église de la lumière. Donc c'est ultra classique. Et aujourd'hui, en gros, c'est l'église du Démiurge qui domine un petit peu la société marmoréenne. Mais il y a eu un schisme. Il y a eu un schisme entre des ascétiques qui sont partis au nord et l'église du flambeau qui, elle, continue d'être les zélotes, un peu les croisés, qui veulent aller retourner dans les terres maudites. Et d'ailleurs, les terres maudites, ce sera là qu'il y a l'ancienne capitale de Calgorn, et où peut-être tous les clans, là, etc., où il y aura la bataille finale, le Valhalla, pour savoir qui sera le roi du continent. J'ai envie que ce soit épique, un peu dans l'idée, et sûrement que ce sera une malédiction très classique, cette terre maudite, genre des morts vivants et tout. Mais je verrai bien, parce que pour l'instant, c'est pas du tout ça qu'on joue. Mais au moins, j'ai cette idée-là en fond, et je peux commencer à faire un petit peu de foreshadowing. Et du coup, par contre, il y a un schisme, comme je disais. Il y a un schisme entre les Marmoréens, on va dire les croisés, qui sont installés genre à peu près dans la zone que vous voyez, et qui veulent retourner dans les terres maudites, ils veulent réenvahir comme ça, tac. Puis il y en a qui se sont dit, ouais, là on a fait assez de conneries, et en plus l'église hyper belliciste, etc., ça nous intéresse moins. Ils ont fait un schisme, et ils sont partis dans le nord pour s'installer, et ils ont une approche bien différente des porteurs de l'église du flambeau. Eux, ils pensent que le démiurge, en fait, il veut qu'ils aient une vie paisible, etc. C'est un peu les protestants, on va dire, d'une certaine manière, qui sont contre l'institution politique, religieuse du royaume du dessous. Et donc, en fait, nos PJ vont arriver dans un village comme ça, le village de Springbrook, où il y a des ascètes. Donc ça, je l'ai déjà décidé. Et les ascètes, j'ai dit que le démiurge, c'était un dieu sans visage auréolé de lumière en termes de symbolique. J'ai déjà essayé de réfléchir un petit peu à quelques trucs pour faire vivre cette religion, que ce soit pas juste c'est la religion de la lumière, pour qu'on ait l'impression qu'il y en a un peu sous le capot. J'ai décidé de 3 rituels dans la journée qui pourront illustrer un peu ça. Ils jeûnent le matin, les ascétiques, et ils travaillent. À midi, ils vont tous prier à l'église, et ensuite ils peuvent continuer à travailler, etc. L'après-midi, c'est un peu le temps libre. Soit ils travaillent, soit ils font autre chose, bref. Et le soir, ils chantent tous en famille dans leur maison. C'est-à-dire qu'ils se rassemblent pas en tant que communauté, ils chantent tous dans leur maison, tous en même temps, à la même heure, ils démarrent un chant. Et ça fait que si on approche le village, on entend ce chant, mais sans voir personne dehors. Et dans toutes les maisons, les gens chantent en chœur. Donc ça peut faire une ambiance un peu flippante. Et aussi, je me suis dit qu'ils n'enterreraient pas leurs morts dans un cimetière classique, ni les brûleraient, etc. Ils auraient plutôt un jardin des morts, où en fait, littéralement, ils se servent des morts comme de l'engrais pour faire pousser un jardin. Donc comme ça, visuellement, ça donne un petit peu des idées et tout. Et maintenant, la question, c'est... Moi, je sais pas du tout ce que les joueurs vont faire en arrivant à Springbrook. Donc j'ai déterminé quelques PNJ. Il y a Tulis, fille de Bréon, la shérif Lena, le père marin et Cano le Houlan, auquel j'ai pas encore trouvé d'image. Donc, dans l'idée, pour moi, la communauté de Springbrook, elle est fondée par des exilés de la Nouvelle Marmoréa, des ascétiques, là, comme on disait. Et depuis que tous les hommes sont morts pour aller affronter les loups, j'ai écrit, elle est de facto dirigée par une femme, Tulis, fille de Bréon. Elle est protégée par une shérif qui est aussi une femme. Et elle est guidée par le père marin qui est un des derniers hommes de la communauté. En tout cas, un des derniers hommes actifs. Sinon, c'est que des vieillards, etc., qui ne seront pas allés affronter les loups. Et donc, du coup, c'est un village dirigé par les femmes. J'avais envie qu'il y ait un truc comme ça, un petit peu étonnant. Ça puisse surprendre un peu les attentes, parce qu'on est quand même dans un truc un petit peu au Moyen-Âge, où les PJ s'attendent très certainement que, vous voyez, quand ils arrivent au village, il y a un bourgmestre, vous voyez, etc. Là, j'ai envie de mettre un petit twist là-dessus. Et il y a un autre personnage qui est Cano le Houlan, que j'ai pas encore vraiment défini, mais qui pour le coup, lui, n'existe que pour une raison qui honnêtement est presque de gameplay. C'est pour être le traducteur. Parce que sinon, en fait, ça fait que quand ils vont arriver dans le village, il n'y a aucune chance, si on est un petit peu cohérent, que nos PJ puissent communiquer avec les gens, à part avec le langage des signes, etc. Je trouve que ça peut être un peu boring. Donc Cano le Houlan, c'est un autochtone d'avant l'arrivée des Marmoréens, mais qui a été, entre guillemets, un peu assimilé. Alors en fait, je suis en train de me dire qu'il n'est pas forcément nécessaire, Cano le Houlan. Je vais le garder pour avoir un nom sous la main,
Mais je vais partir du principe que les Ulan, c'est un clan d'autochtones qui ont fini par entrer dans la communauté de Springbrook. En fait, ils ont un vivre ensemble. Donc, au lieu d'avoir un personnage qui est le traducteur, je vais dire que parmi les gens de ce village, eh ben, il y en a qui vont parler une langue qui a des racines communes avec celle des PJ. Puisque, comme on le disait, les PJ, ce sont les descendants de gens qui ont quitté le continent. Et là, ce seraient des gens qui sont restés sur le continent. Alors même si les langues ont pu évoluer, même... Bon, j'ai pas défini exactement le temps qui a passé entre les deux. Je sais pas si c'est parfaitement réaliste, à quelle vitesse change la langue, mais on pourrait dire que ça a des racines communes et qu'ils vont pouvoir parler avec ces gens-là. Et ça va faciliter un petit peu le fait qu'ils puissent tenter d'avoir une approche sociale, en fait, tout simplement. Et donc, voilà un petit peu l'idée globale que j'ai pour le moment. Dans l'idée, j'ai un peu réfléchi aussi à l'agenda des gens de ce village. Donc, Tulis, fille de Bréon, c'est la fille du chef, mais qui a disparu, vu que les hommes ont disparu en allant affronter les loups. C'est la fille du chef, et depuis que son père est parti, elle dirige de facto le village. Elle cherche à rassembler les différentes communautés ascétiques et à régner sur la légion. 1, 2, 3, sur la région, pas sur la légion. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Springbrook, c'est qu'une petite communauté, mais qu'il y en a d'autres. En fait, il y a différents centres, villages un peu plus importants, auxquels les gens vont se rassembler pour aller au marché, à l'église, etc. Ensuite, il y a des fermes un petit peu éparpillées. Et il y a différentes communautés comme ça. Et elle voudrait faire de Springbrook un truc qui potentiellement va peut-être rassembler tous les gens, je sais pas, de cette côte-là. Elle veut rassembler les gens au lieu d'être en petite communauté éparse. Donc elle a un peu des ambitions politiques. Et donc son agenda à elle, c'est d'assimiler les PJ aussi comme nouveaux arrivants à la communauté, en faire des protecteurs de la communauté, vu qu'ils ont l'air un petit peu d'être des aventuriers, etc. Ils pourraient lui être utiles. Et elle voudrait aussi réformer un petit peu l'ordre établi de la communauté, quoi. Genre, elle a un peu d'ambition et elle pourrait leur proposer un lopin de terre. C'est ça que j'ai noté. Mais ce sera à ses conditions, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle veut pas qu'ils deviennent plus importants qu'elle. Et aussi, je pense que elle a bien sûr envie d'aller sauver les hommes qui ont disparu, mais elle apprécie le fait que depuis leur disparition, elle est plus importante, et donc elle va essayer de garder le contrôle. C'est comme ça que je pense le personnage, même si les hommes reviennent, elle essaiera de faire la démonstration qu'elle a géré le village, etc. Et les PJ pourront prendre parti pour elle ou non, et ce sera assez intéressant. Et donc vous voyez, j'ai réfléchi un petit peu à des limites, des tags et tout. Alors pour l'instant, je ne sais pas si l'écriture est très très bonne à voir en jeu, mais il faut bien commencer quelque part. Et donc pour l'instant, je fais des trucs vraiment très classiques, genre elle a un tag autoritaire, elle a un tag respecté de par son héritage, vu que c'est la fille du chef, et négociatrice avisée. Elle est difficile à convaincre, elle est très facile à vaincre en se battant, sa limite de heurt est très basse, et elle est plutôt difficile à intimider. Et puis j'ai réfléchi à quelques trucs qu'elle pourrait faire. Par exemple, s'il y a une scène où il y a un enjeu pour savoir est-ce qu'on convainc le village, la population locale de faire quelque chose ou non, qu'on essaie en fait de convaincre la foule, entre guillemets, elle peut essayer de rallier la foule en rappelant le passé du village, rappeler qu'elle est là depuis le début, qu'elle a aidé le village, etc. Elle peut aussi essayer de déstabiliser, décrédibiliser des gens en brûlant des tags qui pourraient permettre de négocier. Par exemple, les PJ, ils ont un truc, je sais pas, charismatique, chef de clan, des trucs comme ça, des faire-valoir. Elle pourrait dire, oui, mais regardez, c'est des chefs de clan barbares, regardez comment ils sont vêtus. Elle pourrait tourner un peu méchante, si ça peut lui permettre de remporter un débat. Cramer des tags des PJ. Elle peut aussi dénoncer des gens, en fait, en faire des personnages non grata, monter sur l'estrade du village et pointer du doigt quelqu'un et dire que lui, bah maintenant, c'est quelqu'un de problématique, et donc créer une sorte de statut recherché sur des PJ ou pas. Hein. Et elle a aussi un regard flamboyant, magnétique, qui peut créer un statut compelling sur les PJ, c'est-à-dire convaincre les PJ en fait. Et une fois que le PJ il a le statut un petit peu charmé, ou en tout cas impressionné, convaincu, etc., ça va lui donner des malus pour aller contre les ordres de cette femme, parce qu'il serait un peu envoûté. Donc ça, c'est un truc qui est pas... Il y a beaucoup de gens qui détestent ce genre de mécanique, etc. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que sinon, souvent, les PJ, les PNJ, on va dire, les PNJ négociateurs, en fait, aucune application mécanique, ils ne peuvent rien imposer au PJ. En fait, c'est le joueur qui choisit toujours si son personnage, il est charmé, pas charmé, etc. Je trouve que c'est intéressant qu'on puisse avoir aussi avoir une traduction mécanique. Ça change un petit peu de ce que je pratique d'habitude. Moi, d'habitude, je ne décide pas si un PJ, il va être charmé, s'il va être vraiment intimidé, etc. Je peux lui dire, ah, il te fait quand même un peu peur, mais ensuite, je laisse le PJ réagir comme il veut. Là, je peux quand même le contraindre mécaniquement pour vraiment dire, ah, t'es intimidé, donc ça te donne quand même un malus. Hein. Vous voyez, ça, j'aime bien cette idée-là. Je joue pas souvent à des jeux qui font ça, et là, je vais essayer de m'en servir. Donc voilà un petit peu, un personnage de négociateur qui essaie de gagner en influence. Et ça va peut-être passer par intégrer les guerriers, enfin les guerriers nordiques venus de la mer chez elle pour
que leur prestige lui retombe dessus, pour avoir une population plus forte, etc., etc. Ensuite, il y a la shérif. Donc là, elle, je l'ai créée de manière assez classique. C'est juste au cas où il y a bagarre. La shérif, elle va pouvoir être là. Si les PJ ils décident d'utiliser la manière forte, ça va être le principal challenge. Elle a une grande épée à deux mains, donc je lui ai mis un peu des trucs offensifs, une armure de maille, etc. Elle peut appeler des gardes. Alors les gardes, j'ai décidé de pas en faire un challenge hyper détaillé. Je vais quand même noter vite fait, genre il pourrait être Hurt 3. On va reprendre un petit peu comme les mecs de sécurité de tout à l'heure dont on parlait. Donc ce sera des gardes au féminin d'ailleurs. Ce sera des femmes qui ont formé une milice en l'absence des hommes. Elle pourrait les appeler. Et puis... elle a aussi, c'est aussi une guerrière assez redoutable. Elle peut faire une blessure profonde avec son épée à deux mains. Elle peut aussi forcer les PJ à tout le groupe, entre guillemets, à faire attention en faisant des grands moulinets menaçants et forcer les PJ à se jeter au sol, etc. Donc je l'ai prévu quand même comme un truc assez balèze. Je vais noter aussi qu'il y a des chiens. Je sais pas comment je le traduirai mécaniquement, mais je garde cette idée comme une complication. Elle peut aussi appeler des chiens. Ça pourra aussi me servir pour la sécurité du village. Si par exemple il tente une infiltration la nuit, me rappeler qu'il y a des chiens, ça peut être une complication, ils se mettent à aboyer, etc. Ça peut être cool. Le père marin, je l'ai pas beaucoup plus défini que ça. Il faudrait que je lui définisse un petit peu son agenda, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire. Je pense que c'est un personnage un petit peu secondaire, honnêtement. J'ai pas envie de le mettre trop en avant. Cano le Houlan, pareil, je pense que je vais l'improviser. Père marin, je vais un peu plus réfléchir. Cano le Houlan, je l'improviserai. C'est juste que comme ça, j'ai un nom sous la main de mec. Et les loups, c'est un peu particulier parce que en fait, j'ai décidé que ces fameux loups là qui ont fait disparaître les hommes du village, ce sont des loups surnaturels. En fait, il y a des autochtones qui n'aiment pas trop justement cette assimilation par les ascétiques, le fait qu'on se mélange, là, les cultures qui se mélangent, etc. Il y en a qui résistent à ça. Ça va être un petit peu l'enjeu de la région, c'est cette confrontation des différentes cultures. Je pense que je vais un peu jouer là-dessus. Donc s'il y en a qui se prêtent au jeu et qui se disent bah ouais pourquoi pas ensemble on sera plus fort, on peut s'échanger du savoir, nous on leur donne les connaissances, les nouveaux arrivants on leur donne des connaissances sur la région, eux ils nous apportent des technologies de là où ils viennent, etc. Puis il y en a d'autres, ils aiment pas ça et c'est des gens qui sont dans le culte des géants. Donc ça, voilà, c'est sur le lore de la campagne, mais grosso modo, le culte des géants, ça va être très certainement une faction de bad guys qui essayent de faire revenir les géants. En fait, ils ont fait un rituel pour appeler les loups de Fenrir, une meute de loups surnaturels, peut-être menée par un loup géant, qui sème la pagaille dans la région. Donc ça aussi, c'est un des trucs que je vais essayer de venir définir un petit peu, je pense. Mais je pense pas que je vais le faire là, maintenant. Je pense que cette vidéo est assez longue. Et que au final, j'ai déjà beaucoup parlé. Et ça vous donne une idée un petit peu de ce que je prépare, comment je pense le truc. Vous voyez, j'ai pas réfléchi trop large. Je me laisse de la place pour l'improvisation. Je vais juste préparer 3 PNJ clés, une menace. Moi, j'ai aussi pris quelques notes sur papier, là, que vous voyez pas, parce que j'ai préparé avant sur papier, avant de me mettre sur Legend Keeper. Mais j'essaie de réfléchir un petit peu à des trucs qui pourraient se passer. Et je pense honnêtement que sans passer par carrément créer sous forme de challenge chaque personnage, chaque situation, genre, vous voyez, j'aurais pu faire un challenge où c'est infiltrer le village et faire penser à plusieurs trucs. Je pense que juste sur une feuille, c'est peut-être ça ma préparation que je devrais avoir. Vous voyez, quand j'ai un village comme ça, je peux préparer juste des éléments qui vont me permettre de rebondir. Et c'est là que je vais mettre les chiens, la foule. Ça, c'est tous des trucs auxquels je vais pouvoir penser pour des complications, etc. Des petits éléments qui peuvent avoir un impact sur la nation. Les cloches, le marché. Je me prononce pas sur ce à quoi ça va servir, etc. Mais je me dis que c'est ma galerie d'idées pour décrire les scènes qui vont avoir lieu. Il y a aussi le jardin des morts, là, le fameux. Je pense qu'un autre truc que je pourrais faire et que je vais faire un peu en off, c'est préparer 2-3 secrets supplémentaires si les PJ décident de visiter le village, pour qu'il y ait quand même un petit aspect exploration, même si c'est moins, je pense, le propos de la campagne à partir de maintenant. Maintenant, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus politique et aussi d'un petit peu plus basé sur les personnages, leurs relations, etc., que sur l'exploration à proprement parler. Je vais prévoir quelques secrets dans le village qui peuvent être découverts si les PJ décident justement d'aller dans l'église. Je pense typiquement à l'église, ça va être un endroit où ils vont peut-être avoir envie d'aller. Je vais réfléchir à ça et peut-être aussi à la maison de Tulis, peut-être à quelques trésors, quelques trucs qui pourraient être trouvés. Et je vais voir ce qui se passe. Il faut aussi que je définisse un peu plus les loups, là, et cette histoire de culte des géants. J'ai encore quelques jours pour faire ça. Et puis on va voir. On va voir si cette préparation sera suffisante, ou si je vais me retrouver un petit peu dans des situations où je vais me dire il me manque quelque chose mécaniquement, ou tout simplement quelque chose de pas mécanique, pour le coup de préparation de la situation. Moi, là, pour l'instant, je sais absolument pas l'approche que vont avoir mes PJ. Je sais juste qu'ils cherchent un endroit où se poser. Le truc, en gros, auquel je serais le moins prêt, potentiellement, là, c'est s'ils me disent on s'en fout de ce village, on s'installe ailleurs. Là, pour le coup, je n'aurais pas préparé grand-chose. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres trucs qui sont passés dans la campagne que je pourrais venir mettre en avant. Par exemple, les clans qu'ils ont laissés derrière eux, je sais qu'il y a des nouveaux arrivants qui doivent arriver. Et donc, s'ils refusent de collaborer avec le village, là, ils pourraient se faire prendre à revers par l'autre clan. Et à ce moment-là, soit faire une alliance avec les autres envahisseurs,
pour aller envahir le village, ou se dire oula, on va plutôt s'allier avec le village pour faire face aux autres clans qui arrivent. Et s'ils décident un petit peu d'explorer alentour du village, là je pourrais sortir les loups de Fenrir. Je vais préparer les loups de Fenrir comme une menace un petit peu régionale, et ça, je pense que ça devrait suffire. Ensuite, je laisse le reste à l'improvisation, et je verrai bien quelle est leur approche. Donc voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ, et puis bon jeu et bonne journée. Ciao.